Mais l'eau, c'est l'eau. C'est la racine de la vie. Hein, donc on commence par l'eau. L'eau n'est rien tant qu'on en a. C'est lorsque vous n'avez pas d'eau que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la denrée fondamentale d'abord, c'est l'eau. Chez nous, il y a un dicton qui dit Amaniman. Amaniman, l'eau, c'est la vie. Le Niger correspond à un des pays qui est le plus concerné par les objectifs du millénaire, puisque c'est un pays extrêmement pauvre. On est dans un tissu local qui souffre du stress hydrique et qui a des problèmes d'accès à l'eau qui sont considérables. Il y avait des besoins énormes de plus de 400 puits. C'est une région désertique. En grande partie, c'est une zone pastorale qui a besoin de beaucoup d'eau pour les animaux, pour les hommes. Et ça fait pratiquement la moitié du Niger, 52% du territoire nigérien. Et la base ici de leur activité, c'est l'eau. En fait, le problème, c'est toujours le problème central, c'est toujours l'eau. La question centrale, c'est toujours l'eau. Parce qu'on ne peut pas faire l'agriculture sans eau, on ne peut pas faire l'élevage sans eau, on ne peut pas vivre sans eau, on ne peut pas créer une école là où il n'y a pas de l'eau. Donc, chaque fois, la première doléance des populations, le premier problème posé par les populations, c'est la question de l'eau. La grande phrase, c'est Aman Iman, qui veut dire que l'eau, c'est la vie. Ça résume bien ce besoin essentiel. Le corollaire chez les pasteurs, c'est Ar Issoudar, qui veut dire que le lait, c'est la nourriture. Et on a croisé des gens qui nous disent que s'il ne leur reste qu'un litre d'eau, ils le donneront à la chamelle plutôt que de boire, parce qu'ils récolteront du lait ensuite. Il y a toujours ce besoin d'avoir un point d'attache précis. On ne va pas dire que c'est des villages, mais c'est tout comme, même si la population continue à nomadiser, ils veulent avoir un point d'attache. Et ce point d'attache, il faut le matérialiser. Il est matérialisé d'abord par l'eau, donc par le puits. Dans cette zone-là, au Niger, il y a 3 formes de puits. Il y a les puits villageois qui vont être dans des endroits où la population réside et est sédentaire.
qui sont des puits pour l'alimentation humaine exclusivement. Donc là, eux, on peut les protéger, les boucher, mettre des pompes, même des pompes à main, et la qualité de l'eau peut être parfaite. Il y a les puits maraîchers, ce sont des puits pour irriguer des jardins qui vont aussi servir à fournir l'eau potable pour les familles, très peu pour les animaux par contre, parce qu'on n'aime pas voir les chèvres dans les jardins. Et les puits sur lesquels nous on a beaucoup travaillé sont des puits pastoraux, donc dans des zones difficiles d'accès, très isolées. Et là, c'est la gestion conjointe de l'accès au pâturage et à l'eau. Ça ne sert à rien d'avoir de l'eau s'il n'y a pas d'herbe pour les chèvres et les chameaux, et ça ne sert à rien d'avoir du pâturage si on n'a pas d'eau. Si je dis que c'est les deux principales activités, c'est l'agriculture et l'élevage, parce que c'est ça que les gens maîtrisent et c'est le seul moyen de production qu'on a ici. Donc il faut que les gens, pour produire, il faut faire le puits. L'eau, c'est primordial. On a donc créé l'association des puits du désert et en parallèle au Niger, Mohamed a créé l'ONG Tiden. Ça a été commencé déjà en 2004. On a parti en disant que si on arrive à faire 4 puits par an, c'est déjà pas mal. Nous avions déjà entrepris un projet de puits maraîchers pour irriguer des jardins et de quelques puits villageois pour apporter l'eau potable au milieu des villages. Mais nous n'avions pas encore de possibilité de construire et de réhabiliter des puits pastoraux pour les populations nomades. Et c'est grâce à la municipalité de Grenoble et à la Régie des eaux de Grenoble que nous avons pu construire ce premier puits pastoral au milieu du désert. Quand on a été sollicité pour un puits, on avait tendance à répondre oui, puis en même temps à se dire finalement construire un puits dans cet immense désert alors qu'il y a des besoins qui sont énormes, comment est-ce qu'on peut démultiplier, avoir un effet plus pertinent par rapport à la population locale. On a essayé de mobiliser avec l'association des puits du désert d'autres partenaires, à la fois des collectivités et puis de tous horizons. Et on a pu, comme ça, avoir un certain quota représentant une dizaine de puits. Et le contact pris avec l'agence de l'eau, dans le cadre de la loi Oudin, on a pu bénéficier d'un accompagnement. Et c'est comme ça qu'est née cette collaboration. L'agence de l'eau est un établissement public de l'État qui intervient pour aider à la gestion de l'eau sur le territoire national, bien évidemment. Alors, la loi Oudin a ouvert la possibilité aux agences de l'eau de financer la coopération décentralisée en permettant donc aux agences de l'eau d'attribuer des aides pour des projets portés par des collectivités, des pays plutôt en voie de développement tels que des pays africains ou des pays du sud-est asiatique. Et donc dans le cadre de ces possibilités offertes dans notre programme d'intervention, on finance des projets en complément de ce qu'apporte la collectivité partenaire, sachant que le complément peut être très important, on peut financer jusqu'à hauteur de 50% des projets, et l'exigence que nous avons d'implication de la collectivité, c'est un minimum de 5%. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un effet levier très important. Ce qui est extrêmement important, c'est cette collaboration que je trouve moi personnellement totalement exemplaire. On a à la fois l'État au travers de l'agence de l'eau, on a une collectivité locale au travers de la SPL Eau de Grenoble, on a l'hémisphère nord avec les puits du désert et l'hémisphère sud avec l'ONG Tiden. C'est vraiment les 4 piliers fondamentaux de ce programme. Le fait de l'implication d'une municipalité aussi importante que Grenoble et d'une agence de l'eau à nos côtés, c'était un vrai gage de confiance et ça nous a vraiment permis de taper à la porte de grandes entreprises comme Suez, comme Areva, qui nous suivent aujourd'hui. Cette collaboration était pour nous d'autant plus intéressante et pertinente qu'en fait elle se passait avec un partenaire qui avait un correspondant, une ONG qui était localement sur le terrain et qui était donc en direct avec les populations qui les connaissaient et qui donc a pu à la fois travailler sur les projets depuis leur conception jusqu'à leur réalisation, et y compris les modes d'utilisation et ensuite même assurer la pérennité des ouvrages. Et donc ce dernier volet était particulièrement important pour nous, tout comme le suivi des financements.
Régulièrement, on va sur le terrain, contrôler les travaux, donner des conseils aux entreprises si besoin est, les accompagner dans la réalisation technique. Et puis, mais c'est la satisfaction de voir, d'une part, les travaux avancer, les puisse faire. Et puis, quand on continue ensuite à faire des contrôles sur une deuxième phase, là, sur des puits qui sont déjà en activité, de rencontrer les gens, de recueillir leurs témoignages sur la satisfaction qu'ils ont, eux, de disposer maintenant de puits pérennes qui leur facilitent le travail. Ils gagnent 5 à 8 heures de travail par jour, ce qui est énorme. Ils peuvent se débrouiller à 2 au lieu d'être 4 pour abreuver leurs animaux. Donc ils ont accès à plus de pâturage, ils ont plus de temps pour eux. Donc c'est aussi un confort de vie. À la fois un gain sanitaire, un gain en temps de travail. Et c'est une petite révolution à l'échelle de ces populations nomades. De la même façon qu'au niveau du puits villageois, le matin, c'est toutes les familles, en tout cas les femmes ou les filles qui viennent chercher l'eau pour faire la cuisine et tout ça, pour la famille. Tout le monde se retrouve au puits, ça discute, ça échange et c'est une vie, quoi. C'est toute une vie. De la même façon, au niveau des éleveurs, au niveau des pasteurs, le repère, dès le matin, le repère, c'est le puits. Tout le monde va au puits parce qu'il y a toujours les animaux. Ceux qui ne viennent pas aujourd'hui viennent demain. Ceux qui ne viennent pas demain viennent après-demain. Donc il y a toujours ces rendez-vous. Et en même temps, donc pour tout le monde fait jonction au niveau de cet endroit-là et ça échange, ça discute, c'est les nouvelles de la ville, les nouvelles de la politique, les nouvelles de la sécurité, les nouvelles du terrorisme, etc. qu'ils entendent à la radio. Tout le monde vient raconter comment il a entendu les choses, comment il les voit, quelle est sa lecture de la chose, etc. C'est une vie sociale également qui est là et qui est centrale pour tous les gens qui sont autour. Donc ici, le puits a permis d'abréver facilement les animaux. Les utilisateurs, ils sont très fiers. Donc, comme les autres, il dit même une personne peuvent même abréver les animaux. L'eau est propre et même quand il y a du vent, il n'y a pas beaucoup d'intempéries, il n'y a pas de saleté qui tombe là-dedans. À 100%, toutes les personnes rencontrées sur ces puits, en tout cas, présentent leur satisfaction et ils sont très très fiers de ces réalisations parce que la comparaison est nette. Entre ces puits, il y a 4-5 ans, c'est-à-dire qu'il était traditionnel. Et maintenant, la satisfaction, c'est surtout, ils ont aujourd'hui une eau propre et qu'ils peuvent consommer et leurs animaux, en tout cas sans s'inquiéter. Alors l'eau est meilleure. On n'aura jamais de l'eau entièrement propre, parce qu'il y a des contaminations récurrentes, puisque les animaux côtoient les puits comme les hommes. C'est un problème très compliqué, mais par contre, il y a des mesures d'accompagnement qui sont prises aussi avec l'ONG Tiden pour que l'eau des puits soit traitée régulièrement maintenant. Donc là, c'est un accompagnement à plus long terme, de l'éducation auprès des populations, des formations de responsables de puits qui vont mobiliser les gens pour nettoyer les abords des puits, traiter l'eau régulièrement, etc. Une fois que vous creusez les puits, une fois que vous les cimentez, ça devient entre guillemets éternel. Donc, par exemple, ici, quand on pise l'eau retourne dans les pieds à travers les orifices. Il y a un entretien, mais que les gens considèrent comme dérisoire. C'est vrai que c'est de l'eau, c'est vrai que la poussière peut rentrer, c'est vrai que les détritus des bêtes peuvent rentrer, etc., etc. Il y a toujours nécessité de former les gens, de leur expliquer qu'il y a quelque chose qu'on appelle hygiène, qu'il faut entretenir le puits, sinon ça peut être vecteur de maladies ou de problèmes, en tout cas de santé, et pour les animaux et pour les personnes. Donc ça, c'est quelque chose de continu, c'est une formation continue. Donc pour pallier à ces questions, nous avons mis en place des comités de gestion qui sont formés par des personnes
sur des thématiques différentes, donc à savoir la gestion de l'eau, l'assainissement du puits et aussi gérer les conflits parce que l'eau peut être souvent une source de conflits. Donc à travers ces formations et ces comités de gestion, on pousse la population et les bénéficiaires à faire bon usage. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on parle des projets de développement et sécurité avec la AFD. Ce sont eux qui s'occupent du puits, en particulier les puits maraîchers et les puits villageois aussi. Parce qu'il y a des chefs de village aussi, donc parmi les gens qui sont là. La vraie satisfaction qu'on a, au-delà de voir que nos aides sont bien utilisées et financées, que les travaux se font, c'est que les projets apportent avec l'eau beaucoup plus que l'eau, c'est-à-dire l'activité économique, le développement et aussi une forme d'anticipation aux contraintes qu'ils vont devoir à gérer aussi parce qu'ils sont en plein dans le changement climatique et donc les contraintes hydriques qu'ils ont sont encore accrues et donc leur donner des moyens un peu plus modernes avec des puits solides qui ne disparaissent pas à toute tempête de sable, je veux dire c'est un point important. On a vraiment le sentiment d'être beaucoup plus utile dans ce que l'on peut financer parce qu'on finance quand même vraiment les besoins de base de populations qui sont en général très démunies. C'est-à-dire quand vous avez des femmes qui sont obligées de faire des heures à pied avec des jarres pour aller chercher de l'eau et qu'on amène de l'eau à une borne, ce qui fait que les femmes sont libérées de ce travail ou les enfants, je veux dire, on a vraiment l'impression, au-delà de simplement apporter l'eau, de changer un petit peu et d'apporter du développement au bon sens du terme. Quand on est en Afrique, on amène l'eau, il n'y en avait pas. Donc le gap, il est énorme. Dans une zone qui est, je dirais, qui n'est pas de toute tranquillité et qui, malgré ce contexte difficile, on peut réaliser des opérations extrêmement efficaces dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on arrive à 217 puits pastoraux, puits villageois et puits maraîchers. Notre objectif, c'est 400 puits dans cette zone qui est aussi vaste que la France, cette zone de désert, dans laquelle nous avons identifié un besoin de survie indispensable. Quelles que soient les difficultés qu'on va vivre, quelles que soient les flammes qu'il y aura, la vie continuera. Donc, les partenaires doivent toujours continuer à soutenir. J'espère aussi qu'ils ne vont pas nous abandonner aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'on a plus besoin d'eux qu'avant. Je sais que pour penser à quelqu'un qui soit aussi loin, aussi perdu, que vous ne connaissez pas, il faut que fondamentalement, vous croyez en la solidarité. Parce que c'est un combat noble. C'est de l'eau, c'est des vies qu'on est en train de sauver. Vous pouvez rester quelques jours sans manger, mais vous ne pouvez pas rester dans le désert pendant plusieurs jours sans boire.